Alors, bonjour, mesdemoiselles, messieurs et les autres. C'est le Centre d'action bénévole d'Autrey qui vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle atelier virtuel avec Julien Rousseau de Action Logement Lanaudière, qui va nous parler aujourd'hui de résilier son bail. C'est toute une série de capsules qui a été présentées par Action Logement Lanaudière qui ont été diffusées et qui seront diffusées encore la semaine prochaine. Donc, si jamais vous voulez rattraper nos capsules, c'est toujours possible de le faire en allant sur notre page Facebook du Centre d'action bénévole d'Autrey ou encore sur notre YouTube. Aussi, vous pouvez les retrouver là. Et puis, la semaine prochaine, Julien nous parlera du tribunal administratif du logement. Donc, voilà. Alors, sur ce, mesdames, messieurs et les autres, place à Julien. Merci, Christian. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Je vais partager mon écran et mettre la diapositive en plein écran. Donc, on est déjà rendu à notre 5e atelier d'une série de 6. On a vu le bail, les types de logements, vieillir dans son logement. On a vu aussi les questions d'intimidation, de harcèlement, de racisme, etc., de maltraitance. Et aujourd'hui, notre 5e thème, c'est mettre fin à son bail. Pour les personnes qui regardent en différé pour la première fois, si jamais vous ne connaissez pas notre organisme Action Logement Lanaudière, je vous invite à regarder le début de notre première vidéo là, sur la page Facebook du Centre d'action bénévole d'Autrey et je prends quelques minutes au début de la présentation pour présenter notre organisme. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vais juste faire un petit mot de remerciement pour le gouvernement du Québec qui a rendu cette présentation possible. Aujourd'hui, notre atelier met fin à son bail. Quels sont nos objectifs? C'est toujours dans notre projet à la défense des droits des locataires aînés. On a identifié, on a réalisé qu'il y avait des enjeux particuliers aux locataires plus âgés dans la région et on a voulu y répondre, notamment par le biais des ateliers qu'on a créés qui sont spécialisés pour les locataires de 50 ans et plus. Aujourd'hui, précisément, nos objectifs, c'est de donner aux locataires les outils pour réagir rapidement si ils ont besoin de mettre fin à leur bail. Par exemple, si l'état de santé des locataires évolue, fait en sorte qu'ils sont plus en mesure de demeurer dans leur logement, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et notre autre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des outils pour que vous puissiez protéger vos droits. Ça peut arriver des fois, malheureusement, qu'on a des propriétaires qui menacent les locataires d'expulsion. On va voir qu'est-ce que nous dit la loi à ce sujet-là, quel élément de la loi on peut invoquer à notre défense. Le plan que je vous propose, c'est d'aborder les éléments suivants. On va commencer avec le droit au maintien dans les lieux. Ensuite, on va parler de ne pas renouveler son bail, comment on fait ça. Qu'est-ce qui arrive avec un bail en cas de décès du locataire, de la locataire? Comment résilier notre bail en avance pour des motifs exceptionnels? Comment les propriétaires peuvent aussi, d'une façon très exceptionnelle, mettre un terme au bail? Face à ces outils-là dont disposent les propriétaires, quelles sont les protections qu'ont les aînés? Depuis quelques années au Québec, le Code civil accorde une certaine protection aux locataires plus âgés. Et aussi, on va voir comment le tribunal administratif du logement peut mettre fin à un bail. On va commencer tout de suite en parlant du droit au maintien dans les lieux. Qu'est-ce que c'est que ça, le droit au maintien dans les lieux? Bien, c'est un des droits les plus importants des locataires au Québec. C'est une des fondations de notre droit du logement. Ce que ça fait, c'est qu'il n'y a que les locataires qui peuvent décider s'ils renouvellent ou non leur bail. Alors, quand on voit des propriétaires qui disent aux locataires « Ah, moi, au 1er juillet, je ne renouvellerai pas ton bail, je veux changer de locataire, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, j'ai même déjà signé avec quelqu'un d'autre. » Peu importe, c'est toujours aux locataires de décider s'ils renouvellent ou pas leur bail. Je tiens à préciser aussi que c'est la même chose pour les personnes qui ont un bail verbal, c'est-à-dire un bail qui n'est pas écrit. On a des fois des personnes qui nous appellent chez Action Logement et qui nous disent « Hey, mon propriétaire veut me mettre dehors, il ne veut pas renouveler mon bail, puis je ne peux rien faire parce que je n'ai pas de bail. » Ce que ces personnes-là veulent dire, c'est qu'elles n'ont pas de bail écrit, mais elles ont un bail verbal
qui crée les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un bail écrit, y compris le droit au maintien dans les lieux. Donc, lorsque un propriétaire le prétend qu'il ne veut pas renouveler le bail, lorsqu'il prétend qu'il peut expulser un locataire, ce n'est pas vrai. Les locataires ont le droit au maintien dans les lieux. On va voir plus loin qu'il y a des exceptions, mais c'est très important de se rappeler justement que ce sont des exceptions. La norme, c'est le droit au maintien dans les lieux. Pour s'assurer de continuer à bénéficier de leur droit au maintien dans les lieux, les locataires doivent respecter leurs obligations. Vous avez des droits, bien, vous les avez en échange du respect de vos obligations. On en a parlé pas mal dans le premier atelier sur le bail. Si vous ne respectez pas vos obligations, votre propriétaire, à ce moment-là, son recours, c'est de faire une demande au tribunal administratif du logement. On va en parler à la toute fin de la présentation d'aujourd'hui. À nouveau, je répète qu'il ne pourra pas vous menacer d'expulsion, vous menacer de vous mettre à la porte par sa propre volonté. Ça va prendre une décision du tribunal. Sinon, vous conservez votre droit au maintien dans les lieux. Ah, puis j'ai juste oublié de préciser là, au début, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez juste allumer votre micro et m'interrompre. Avec ce que je viens de vous dire par rapport au droit au maintien dans les lieux, ce qu'on constate, c'est que le bail, si on le laisse aller, va se renouveler automatiquement, pratiquement, on pourrait dire, pour l'éternité. Évidemment, il vient un moment où les locataires peuvent vouloir déménager, changer de logement, pour toutes sortes de raisons, un moment où les locataires ne veulent pas renouveler leur bail. Comment on fait ça? On va commencer par voir la démarche la plus classique, si vous voulez, la plus simple aussi, c'est d'aviser notre propriétaire qu'on ne renouvellera pas notre bail. Et pour faire ça, ben, il faut envoyer un avis écrit à notre propriétaire à cet effet-là. Il faut le faire dans un délai, dans une période de temps spéciale. Je vais vous dire quels sont ces délais. Donc, pour un bail de 12 mois et plus, on a entre 3 et 6 mois avant la fin du bail pour aviser notre propriétaire qu'on ne renouvelle pas notre bail. Si on l'avise après, ben, il est trop tard, puis là, ben, ça va être de s'entendre à l'amiable avec notre propriétaire, mais il n'y a rien qui va l'y obliger. Pour donner un exemple, notre bail classique au Québec, c'est un bail de 12 mois qui commence le 1er juillet et qui se termine le 30 juin. Dans ce cas-là, on a entre 3 et 6 mois avant la fin du bail. Ça veut dire qu'on a du 1er janvier au 31 mars pour aviser notre propriétaire qu'on ne renouvellera pas notre bail. Pour les baux de moins de 12 mois, c'est entre 1 et 2 mois avant la fin du bail, avant la date de la fin. Pour un bail à durée indéterminée, c'est entre 1 et 2 mois avant la date de fin souhaitée. Et pour le bail de location d'une chambre, c'est entre 10 et 20 jours avant la date de la fin du bail. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, pour un bail du 1er juillet au 30 juin, il faut transmettre notre avis de non-renouvellement entre le 1er janvier et le 31 mars. Maintenant, j'en ai déjà parlé. Je pense que c'était dans notre premier atelier qu'on a fait ensemble. Votre propriétaire peut vous envoyer un avis de hausse de loyer, un avis de modification des conditions du bail. Il peut vous l'envoyer dans les mêmes délais pendant lesquels vous pouvez envoyer à votre propriétaire un avis de non-renouvellement de loyer. C'est-à-dire, ça, pour un bail du 1er juillet au 30 juin, que la période pendant laquelle il peut vous envoyer son avis, c'est du 1er janvier au 31 mars. Lorsque vous recevez cet avis-là de votre propriétaire, un avis de hausse de loyer, vous avez 30 jours pour y répondre. Et si vous ne répondez pas en dedans de la période de 30 jours, bien, ça revient à accepter la hausse de loyer, ça revient à accepter les nouvelles conditions du bail. Et surtout, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ça revient à renouveler le bail encore pour, par exemple, du 1er juillet au 30 juin là, de l'année qui s'en vient. Je vais donner un exemple avec des dates pour rendre ça un peu plus clair, pour voir c'est quoi l'impact que ça a pour nous. Vous avez un bail du 1er juillet au 30 juin et on est le 15 janvier. Votre propriétaire vous envoie un avis de hausse de loyer. Vous n'y répondez pas pendant une période de 30 jours, donc ça revient à l'accepter. Votre bail se renouvelle aux conditions qui ont été proposées. Et on arrive vers le 15 mars et vous décidez le 15 mars que vous voulez déménager et que vous ne voulez pas renouveler votre bail. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Je ne sais pas s'il y a des gens, quelqu'un qui veut essayer de nous dire qu'est-ce qui pourrait se produire.
Parfait. Donc, ce qui va arriver à ce moment-là, comme vous n'avez pas répondu à votre avis de hausse de loyer de la part de votre propriétaire, bien, le bail est déjà renouvelé, donc il est trop tard pour que vous puissiez aviser votre propriétaire que vous ne renouvellerez pas votre loyer. Ça veut dire ça que si vous avez reçu un avis d'augmentation de loyer, que vous n'y répondez pas ou que vous l'avez accepté, bien, le bail s'est renouvelé et par la suite, même si on est encore dans le délai pendant lequel normalement on peut ne pas renouveler notre bail, bien, il est trop tard pour vous. Ça veut dire ça que pour les locataires qui pensent à déménager au 1er juillet, là, notamment, c'est ce qu'on voit souvent, bien, il faut prendre sa décision quand même d'avance pour être sûr de ne pas se faire prendre là, si notre propriétaire nous envoie un avis de hausse de loyer rapidement. Ça veut dire qu'il vaut mieux prendre cette décision-là là, vers le début du mois de janvier, comme ça on est sûr d'avoir une marge de manœuvre et de pouvoir donner la réponse qu'on veut à notre propriétaire si on reçoit un avis de hausse de loyer. Est-ce que ça va pour ça? Parfait. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive en cas de décès d'un locataire. S'il y a quelqu'un qui habite dans le logement avec le locataire qui décède, cette personne-là, elle a le droit au maintien dans les lieux. Là, c'est sûr que si tout le monde qui est dans le logement a signé le bail, bien, s'il y a un autre des colocataires qui décède, ça n'a pas d'impact pour eux. Leur nom reste écrit sur le bail, donc ils continuent à pouvoir demeurer dans le logement. Mais pour l'occupant, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'aurait pas signé le bail, mais qui demeure dans le logement, bien, les gens pourraient se demander qu'est-ce qui se passe. Bien, c'est important de savoir qu'à ce moment-là, la personne qui est occupante va devenir locataire. C'est son nom à elle qui va apparaître sur le bail dorénavant. Et elle va hériter, si je peux dire, du bail tel quel. C'est-à-dire que le loyer va demeurer le même et les conditions du bail vont demeurer les mêmes. Au moment du décès d'un locataire, le propriétaire ne peut pas en profiter pour augmenter le loyer ou changer les conditions du bail pour la personne qui reste. On va donner un exemple pour qu'on comprenne bien. On a un couple qui demeure ensemble dans un logement, monsieur, madame, et c'est monsieur qui est le locataire, c'est lui qui a signé le bail, et madame n'a pas signé le bail. Donc, même si elle est la conjointe du locataire, elle n'est pas elle-même locataire, elle est occupante. Et monsieur qui a son nom sur le bail décède. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, madame qui était occupante devient tout simplement locataire aux mêmes conditions qu'avant. S'il n'y a personne qui habite dans le logement avec le locataire qui décède, bien, la succession, c'est-à-dire les héritiers là, de la personne, ont 6 mois pour aviser le propriétaire que le locataire est décédé puis qu'ils vont mettre fin au bail. Et le bail va se terminer effectivement 2 mois après que la succession ait avisé le propriétaire. Ça ne sera pas effectif tout de suite. Et si après 6 mois, la succession n'a toujours pas avisé le propriétaire du décès de la personne, bien, dépendamment des circonstances, on pourrait peut-être se retrouver dans la situation un peu drôle là, où le bail se renouvellerait et la succession, les héritiers auraient à continuer à payer, même s'il n'y a personne qui occupe le logement. Ça nous rappelle ça qu'en droit du logement, il n'y a rien qui se fait tout seul et qu'il faut réagir rapidement. Hein, je l'ai dit tantôt, quand on veut ne pas renouveler notre bail, bien, il faut se décider à l'avance pour être sûr de ne pas se faire prendre si on a un avis de hausse de loyer qui arrivait tôt au mois de janvier. C'est la même chose si on a un locataire qui décède, la succession, si elle attend le plus que 6 mois avant de réagir, ça pourrait avoir potentiellement des conséquences. On va voir maintenant qu'il existe 4 motifs exceptionnels pour lesquels les locataires peuvent mettre un terme à leur bail, donc résilier leur bail en avance. On l'a vu, normalement, on met un terme à notre bail pendant la période de non-renouvellement. Et là, on peut rester dans notre logement jusqu'à la date de fin du bail. Après ça, il faut s'en aller. Le bail n'est pas renouvelé. Mais qu'est-ce qui arrive si on a un changement dans notre état de santé en dehors de la période de non-renouvellement du bail? Par exemple, vous avez un bail du 1er juillet au 30 juin. Au 31 mars, votre bail était renouvelé. Et là, le 15 mai, il arrive quelque chose dans votre vie, des nouvelles conditions au niveau de la santé. Et là, vous ne pouvez plus rester dans le même logement pour encore un an, là, du 1er juillet au 30 juin. Mais à ce moment-là, il y a les motifs exceptionnels pour résilier notre bail à l'avance. Le premier que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est l'apparition d'un nouvel handicap. On a un locataire, une locataire
qui a signé un bail ou qui l'a renouvelé et il y a un nouvel handicap là, qui apparaît. C'est un handicap qui n'existait pas avant la signature du bail. Le nouvel handicap doit être permanent et il doit empêcher la personne de vivre dans le logement. Et la personne, par la suite, doit se trouver un nouveau logement qui est adapté. Dans ces circonstances-là, là, le ou la locataire va pouvoir résilier son bail à l'avance avec un préavis de 2 mois pour un bail de 12 mois, là, comme le 1er juillet au 30 juin, et avec un préavis de 1 mois pour un bail de moins de 12 mois, un bail qui serait plus court que ce dont on a l'habitude. Il faut faire attention. Ça veut dire ça que si, je vais donner l'exemple d'une personne qui perdrait l'usage de ses jambes, cette personne-là demeure au 2e étage d'un duplex qui a juste des escaliers, il n'y a pas d'ascenseur. Évidemment, elle ne peut plus demeurer dans le logement, c'est plus possible pour cette personne-là. Bien, le nouveau logement qu'elle va se trouver ne peut pas, lui non plus, être à l'étage avec seulement un escalier. Ça ne fonctionnerait pas. Le nouveau logement doit être adapté. La personne doit se trouver un logement, par exemple, au rez-de-chaussée ou qui possède une rampe d'accès, un ascenseur, ce genre de choses-là. Le nouveau logement doit être adapté. On va donner quelques petits exemples pour rendre ça plus clair. C'est des cas qui sont vrais, d'ailleurs. Le premier cas, c'est un couple qui a loué un logement à un 2e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur, de rampe d'accès. Il fallait prendre les escaliers. Et quelques jours après avoir déménagé, le locataire s'est rendu compte qu'avec son mal de genou qu'il avait depuis plusieurs années, c'était difficile pour lui de demeurer dans un logement à l'étage. Alors, il a voulu résilier son bail avec la méthode dont je viens de vous parler, là, avec le motif exceptionnel de nouvel handicap. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent nous dire, est-ce que, selon ce que je viens de vous dire, ça peut marcher ou pas dans cette situation-là, la résiliation du bail? Je pense que ça prendrait un papier médical pour avoir la preuve. Puis, Oui. en fait, ça m'est arrivé il y a quelques années et tu donnes 3 mois de préavis. Oui, c'est devenu 2, mais avant, c'était 3. Ah, OK. Puis le propriétaire s'est fâché. En tout cas, il a fallu que j'appelle la police, il ne voulait pas que je parte. Ah. En tout cas, oui, ça a été assez intense. Mais c'est ça, j'avais un papier médical qui prouvait que je n'avais pas la capacité. Moi, c'est parce que les chambres étaient au 2e. OK. Bien, c'est ça. Dans une situation comme celle que vous nommez, en général, là, ça va être accepté. Mais là, ici, on a notre monsieur qui avait déjà son mal de genou, puis là, il s'est rendu compte, après avoir déménagé, qu'avec son mal de genou, il ne pouvait pas avoir accès à son logement. Là, dans cette situation-là, oui, Bien, je pense que s'il n'y a pas de papier médical, ça ne fonctionne pas. effectivement, ça prend un papier médical, puis vous faites bien de le dire. Mais pour cette situation-là, même si la personne avait un billet médical là, qui prouvait qu'elle avait un mal de genou, ils n'ont pas pu résilier leur bail parce que le handicap n'était pas apparu après la signature du bail, après le déménagement. Ça veut dire que quand on a des conditions de santé, dépendamment desquelles, puis qu'on visite des logements, il faut faire attention. Il faut se poser la question, avec mon état de santé actuel, est-ce que je vais être capable de demeurer dans le logement? Est-ce que ça répond à mon état de santé ou pas? Parce que sinon, après avoir signé le bail, il va être trop tard pour dire hey, je viens de me rendre compte qu'avec mon handicap que j'ai, là, ça ne sera pas possible de rester dans le logement. Si c'est un handicap qu'on a déjà, mais qui s'aggrave, là, à ce moment-là, oui, on va pouvoir résilier notre bail parce que au départ, notre état de santé, même si on avait déjà certains enjeux, ça ne dérangeait pas, ça nous permettait de vivre dans le logement. Mais après ça, l'état s'est détérioré. À ce moment-là, ça équivaut comme à un nouvel handicap. Là, on peut résilier le bail avec un préavis de 2 mois maintenant seulement, plutôt que 3. Ça, c'est notre première mise en situation. Je vais en faire une deuxième. On a madame qui habite dans une maison, qui loue une maison. Et c'est un peu le cas qu'on vient d'entendre. Les chambres et la salle de bain sont à l'étage. Madame est âgée, elle a toujours eu des petits problèmes de santé, mais elle pouvait demeurer dans la maison. Mais là, elle a eu un hiver difficile, elle a été hospitalisée souvent, elle a été opérée et c'est maintenant très difficile pour elle de prendre les escaliers pour aller au 2e étage. Bien, à ce moment-là, dans ces circonstances-là, le tribunal a accepté
que la personne résilie son bail avec tout ce que je viens de vous expliquer, parce qu'effectivement, son nouvel état de santé ne lui permettait plus de demeurer dans la maison, étant donné que la salle de bain, les chambres, tout ça, c'était à l'étage. Est-ce que ça va? Parfait. On va voir un deuxième motif exceptionnel pour résilier notre bail à l'avance. C'est si on doit aller en CHSLD ou si on va dans une résidence pour aînés où on va nous offrir des soins qui nous sont nécessaires. Avec ces circonstances-là, on peut résilier notre bail à l'avance. Et effectivement, je ne l'avais pas nommé tantôt, mais ça va prendre un billet médical. Et aussi, dans le cas des CHSLD ou RPA, ça va prendre une preuve qu'on a une place dans une de ces institutions-là. On va donner un exemple pour voir... oui? Oui, non, ben allez-y, ça va peut-être répondre à ma question. OK. Mon exemple, c'est on a deux personnes qui forment un couple depuis quelque temps et ces personnes-là veulent déménager ensemble. Et elles décident d'aller déménager ensemble en RPA. Elles ont chacune un logement qu'elles louent. Puis elles se disent, ben, pour pouvoir habiter ensemble plus rapidement, on va résilier notre bail en disant qu'on s'en va vivre en RPA. On va pouvoir le résilier dans une fenêtre de 2 mois. Est-ce que ça a des chances de marcher, cette démarche-là? Bien, ça revient à ce que je voulais poser comme question. S'ils ont besoin de soins, quels sont les soins qu'ils vont prendre en RPA qu'ils ne pourraient pas prendre à logement? Je m'explique. Si, disons, ils disent OK, on s'en va en RPA parce qu'on va pouvoir faire prendre notre pression artérielle, Ouais. bien, si tu vas à la pharmacie, tu peux la faire prendre ta pression. Fait que je ne pense pas que ça fonctionnerait. Dans le cas que je viens de décrire, là, mon exemple, il y a des bonnes chances que ça ne fonctionnerait pas parce qu'ils ne vont pas dans la RPA parce qu'ils ont besoin de services, parce qu'ils ont besoin de soins. Ils vont parce qu'ils veulent déménager ensemble plus vite. Donc là, on a beaucoup de chances que ça ne serait pas accepté si ça allait au tribunal administratif du logement. Pour ce que vous dites, c'est sûr que c'est des situations très précises. Puis moi, je ne suis pas un avocat, fait que je ne peux pas donner de conseils ou d'avis juridiques, là, puis me prononcer. Je peux juste me prononcer d'une façon générale. Si la personne est capable de démontrer qu'elle a besoin de soins ou la personne est capable de montrer qu'elle n'a plus l'énergie, l'envie de faire des repas, de faire les tâches quotidiennes, le ménage, puis qu'on a besoin de quelqu'un pour nous offrir ces services-là, c'est vrai qu'il pourrait être offert par le biais de coopératives de services à domicile, de soutien à domicile ou par le CLSC. Mais je dirais que d'une façon générale, c'est des circonstances qui permettraient d'aller dans la RPA pour bénéficier de ces soins-là puis les avoir sur place. Quand que ce genre de démarche-là est accepté en général, c'est pour des soins ou des services que c'est vrai qu'il y aurait d'autres options pour les obtenir en restant dans le domicile. OK, donc c'est ça. Donc, pour avoir accès à des repas, ça marcherait pour avoir accès à, c'est ça, aux services qu'il y a dans une RPA finalement. C'est ça. Ce qui fait que c'est assez large. C'est assez large, effectivement. Et ça prendrait un billet médical pour montrer qu'on a effectivement besoin de ces services. Ça, c'est la généralité. Il peut y avoir, c'est sûr, si jamais vous faisiez une telle démarche, que ça allait au tribunal administratif du logement, c'est toujours à la discrétion du juge après. La discrétion, c'est une façon de parler. Il est supposé de suivre la jurisprudence et les jugements antérieurs. Mais des fois, on a plusieurs courants, plusieurs écoles de pensée, une rivalité entre les juges, donc les décisions peuvent être différentes d'un juge à l'autre. Mais d'une façon générale, si on est capable de prouver qu'on a besoin de soins, de services qui vont être offerts sur place, là, on pourrait se prémunir là, de cette option-là de résiliation pour aller dans une RPA. Il y a 2 autres motifs exceptionnels, hein, je l'ai dit, il y en a 4. C'est avoir une place dans un HLM, donc dans une habitation à loyer modique. Quand que ça nous arrive, on peut avoir une résiliation de notre bail plus rapide en dedans de 2 mois. Et aussi pour les personnes qui vivent de la violence conjugale ou dont les enfants vivent de la violence conjugale, bien, la personne va pouvoir aussi déménager plus rapidement et résilier son bail surtout plus rapidement. Je ne m'étendrai pas sur ces options-là parce qu'aujourd'hui, je me concentre plus sur ce qui est spécifique, ou plus spécifique pour les personnes âgées,
quoique ces réalités-là aussi peuvent arriver à tout âge. Et si jamais vous avez des questions à ce sujet-là, je vous invite à nous appeler pour qu'on puisse voir avec vous là, si les situations vous concernent. On a vu maintenant là, comment les locataires peuvent mettre un terme à leur bail. Ils peuvent tout simplement ne pas le renouveler ou là, il y a les circonstances plus exceptionnelles. On a vu aussi, surtout, que les locataires ont le droit au maintien dans les lieux, c'est-à-dire qu'en temps normal, c'est que les locataires qui décident s'ils renouvellent ou non leur bail. On va voir maintenant les deux exceptions qui font en sorte qu'un propriétaire peut mettre un terme à un bail. C'est vraiment des exceptions. Il faut toujours se rappeler que la norme, c'est le droit au maintien dans les lieux. Et je peux vous dire que si vous sentez ou vous pensez que votre droit au maintien dans les lieux est compromis, vous pouvez appeler Action Logement Lanaudière. On va voir avec vous si ce que fait votre propriétaire, ça respecte la loi, ça respecte toutes les conditions légales qui doivent être réunies pour qu'on parle d'une exception au droit au maintien dans les lieux. La première exception, c'est pour une reprise de logement. Un propriétaire peut faire une reprise de logement ou une propriétaire pour se loger dans le logement, donc prendre le logement pour lui-même ou pour un proche. Ça veut dire ça, ascendant ou descendant, ça c'est des termes quand même précis. Ascendant, c'est les parents, les grands-parents. Descendant, c'est les enfants, les petits-enfants. Un propriétaire peut reprendre le logement pour ces personnes-là. Pour d'autres membres de la famille, y compris aussi un ex-conjoint, une ex-conjointe, le propriétaire doit être leur principal soutien financier. Et à ce moment-là, il va pouvoir faire une reprise de logement pour ces personnes-là. Ça l'exclut les ex-beaux-frères, ex-belles-sœurs, ça l'exclut le meilleur ami. C'est vraiment pour les membres de la famille proches. Ça, c'est notre première condition, donc, qui est le bénéficiaire de la reprise de logement. La deuxième condition, c'est qu'il y a des délais. Votre propriétaire doit vous aviser par écrit qu'il veut faire une reprise de logement et cet avis-là, il doit vous le transmettre dans un certain délai, sinon il est trop tard. Pour nos baux classiques au Québec du 1er juillet au 30 juin, la date limite pour aviser notre locataire qu'on veut reprendre le logement, c'est le 31 décembre. Ça veut dire que si votre propriétaire arrive au 30 avril en vous disant qu'il veut reprendre votre logement au 1er juillet, bien, il est trop tard pour lui, il va falloir qu'il se reprenne l'année prochaine. On a aussi, comment je dirais ça, la reprise de logement devient effective, c'est-à-dire que la personne peut aller s'installer dans le logement à la fin du bail, pas avant. Si on a un bail qui se termine le 30 juin, notre propriétaire nous avise au plus tard le 31 décembre, parfait, il est dans les temps. Mais il ne peut pas nous demander de partir pour le mois de février, pour le mois de mars, pour le mois de mai. Il peut juste nous demander de partir à la fin du bail, qui est le 30 juin, pas avant. Donc, les conditions légales, c'est la personne qui bénéficie de la reprise. Il faut qu'elle puisse effectivement en bénéficier. Les délais, on doit, pour un bail qui se termine là, du 1er juillet au 30 juin, le propriétaire doit nous aviser avant le 31 décembre. La reprise est effective à partir de la fin du bail, pas avant. On doit avoir aussi un avis écrit là, de notre propriétaire qui nous indique toutes les informations que je viens de vous donner. Lorsque vous recevez votre avis du propriétaire qui veut faire une reprise, je vous conseille d'appeler Action Logement Lanaudière. On va étudier la situation avec vous. Dans tous les cas, vous avez le droit de refuser. Vous avez 30 jours pour répondre à l'avis de reprise de votre propriétaire et si vous ne répondez pas dans la période de 30 jours, ça revient à refuser. Ça revient à refuser la reprise de logement. À ce moment-là, si votre propriétaire il tient à sa reprise, bien, il va devoir aller au tribunal administratif du logement et lorsqu'on va être dans l'audience, à l'audience devant un juge, il va devoir prouver au juge qu'il a bel et bien l'intention de reprendre le logement en respectant toutes les conditions légales que je vous ai nommées. Une fois que tout ça c'est fait, le tribunal, si le propriétaire respecte toutes les conditions, il va accorder, il y a des bonnes chances qu'il accorde la reprise du logement. Une chose qui est intéressante, c'est qu'aussi dans ces circonstances-là, ça se peut, ça n'arrive pas tout le temps, que le tribunal accorde des dédommagements au locataire qui va devoir quitter son logement. Ça veut dire aussi que lorsque vous recevez un avis de reprise de la part de votre proprio, bien, il pourrait vous offrir des dédommagements, c'est-à-dire un montant d'argent, étant donné que vous allez être pénalisé, vous allez être obligé de déménager.
Et s'il ne vous en offre pas, ou que vous considérez que le dédommagement offert est insuffisant, bien, vous pourriez négocier avec votre propriétaire un dédommagement qui ferait votre affaire. Ça, c'est sûr que c'est aussi, si ça vous tente de négocier, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est une possibilité. Puis à ce moment-là, ce qu'on peut faire alors au propriétaire, c'est, écoute, si tu m'offres un dédommagement qui me satisfait, bien, je vais l'accepter, ta reprise, puis on n'aura pas besoin de passer par des démarches légales, juridiques au tribunal administratif du logement. On va régler ça tout de suite. Donc, ça peut être un petit levier qu'on a les locataires là, en cas de reprise de logement. Est-ce que ça va? Parfait. Ah, est-ce qu'on a une question? Non, OK. Oui? C'était pour dire que ça va. OK, c'est bon. Merci. On va voir maintenant la deuxième exception, c'est l'éviction des locataires par les propriétaires. L'éviction, c'est lorsque le propriétaire va apporter des changements substantiels au logement. Des changements substantiels, ça veut dire transformer un 7,5 en 2, 3,5 ou transformer 2, 3,5 en un 7,5. Un changement substantiel, ça peut être de transformer un logement qui servait à des fins d'habitation en local commercial. Ça, c'est un changement substantiel. Ça veut dire ça que rénover la salle de bain, rénover la cuisine, changer le plancher, changer les fenêtres, ce ne sont pas des changements substantiels et à ce moment-là, le propriétaire ne peut pas faire d'éviction, il ne peut pas refuser de renouveler le bail d'un locataire. Donc, quand notre propriétaire veut faire une éviction parce qu'il apporte effectivement des changements substantiels, ça c'est notre première condition, bien, il doit respecter une deuxième condition, c'est les délais pendant lesquels il peut aviser son locataire. Et c'est les mêmes que pour la reprise, donc pour un bail du 1er juillet au 30 juin, sa date limite, c'est le 31 décembre. Il doit vous transmettre un avis écrit, c'est notre troisième condition légale, et il doit, dans cet avis-là, vous dire quel dédommagement il va vous accorder. C'est notre quatrième condition légale. Dans les évictions, les propriétaires sont obligés de dédommager les locataires. Ce n'est pas un choix. Évidemment, s'ils ne vous dédommagent pas, ça ne fonctionne pas. Autre différence avec la reprise, et ça, c'est très, très important, si vous refusez l'éviction, vous devez vous-même faire une demande au tribunal administratif du logement. Quand j'ai parlé de la reprise, j'ai dit si vous la refusez, bien, tout simplement, vous ne répondez pas à votre avis, là, à l'avis que le propriétaire vous a donné. Vous ne répondez pas, puis au bout de 30 jours, ça revient à un refus, puis c'est lui qui va devoir faire des démarches au tribunal. Là, pour une éviction, comme ça, le gouvernement est sûr qu'on est mélangé. Là, c'est nous, les locataires, qui devons, en dedans d'une période de 30 jours après la réception de l'avis, aller au tribunal et contester l'éviction dont on fait l'objet. Petite différence, mais qui est très importante. Est-ce qu'on a des questions? Maintenant, on va voir que il y a des protections pour les aînés quand on parle de reprise ou d'éviction. Le droit du logement au Québec là, est le même pour tout le monde, peu importe notre âge, mais ça, c'est une des exceptions. Peut-être que c'est même la seule pour les locataires aînés qui peuvent être protégés contre les évictions et les reprises. Pour être protégés, les locataires doivent rencontrer 3 conditions. Et il faut rencontrer les 3 conditions, pas une seulement ou 2, mais bien les 3. La première condition, c'est d'avoir plus de 70 ans. La deuxième condition, c'est d'habiter le logement depuis au moins 10 ans. Et la troisième condition, c'est d'avoir des revenus qui nous permettraient de nous qualifier pour avoir une place en HLM. C'est-à-dire que si notre ménage de locataire a un revenu de 100 000 $ par année, c'est presque impossible, même si c'est impossible, ils ne se qualifieront pas pour un HLM. Donc, ils ne se qualifieront pas pour cette condition et ils ne pourront pas bénéficier de la protection pour les aînés. Mais si on a une personne seule qui a juste les rentes là, des gouvernements, en général, le revenu que ça donne nous permet de nous qualifier pour les HLM. Et à ce moment-là, le niveau du revenu va permettre à la personne de rencontrer cette condition-là pour avoir la protection contre la reprise ou l'éviction. Mais je le répète, si vous avez, exemple, 75 ans, vous avez un revenu qui vous permettrait de vous qualifier pour une protection pour aller dans un HLM, mais vous habitez dans le logement depuis 5 ans,
bien, vous rencontrez seulement 2 conditions sur 3. Ça veut dire que vous ne vous qualifiez pas, vous n'avez pas la protection contre les aînés. Donc, c'est quand même dur de l'avoir. Et même quand on l'a, bien, il y a des exceptions. Les exceptions, c'est lorsque le propriétaire fait la reprise pour lui-même ou pour un de ses proches qui est âgé de plus de 70 ans. Donc, le propriétaire est âgé de plus de 70 ans ou le bénéficiaire de la reprise est âgé de plus de 70 ans. L'autre exception, c'est si on a un propriétaire occupant, donc qui habite l'immeuble, qui a lui-même plus de 70 ans et il fait la reprise pour un de ses proches qui est plus jeune et dont on pourrait penser qu'il va être son proche aidant, si on veut. Alors, on peut se qualifier là, avec les 3 conditions, on peut rencontrer les 3 conditions, mais si notre propriétaire se qualifie pour l'exception, les exceptions, bien là, la protection tombe et on va devoir subir la reprise ou l'éviction. Bien là, dans ce cas-là, les exceptions ne sont que pour les reprises. Je vais juste donner des exemples pour rendre ça un petit peu plus clair. Donc, on a à gauche un couple de locataires. Ils sont âgés de plus de 70 ans. Ils ont un revenu de ménage qui leur permettrait de se qualifier pour une place en HLM. Et ils habitent dans le logement depuis 7 ans. Est-ce qu'ils pourraient bénéficier de la protection contre les reprises ou les évictions? Non. Effectivement, la réponse, c'est non. Il se qualifie il rencontre 2 conditions, il faut rencontrer les 3 conditions. Autre exemple, on a notre monsieur à droite. Il a plus de 70 ans, il habite dans le logement depuis 20 ans et son revenu lui permet de se qualifier pour un HLM. Là, il rencontre les 3 conditions. Il bénéficie de la protection pour les aînés contre les reprises et les évictions. Mais on a le propriétaire qui apparaît à gauche, qui a plus de 70 ans, qui fait la reprise pour lui-même. À ce moment-là, on est dans les exceptions. Même si notre monsieur se qualifiait, on est dans les exceptions, donc le propriétaire va pouvoir reprendre le logement. Oui. Non, mais oui, j'ai pas de questions. OK. C'est bon. Et on va terminer avec la dernière façon, on pourrait dire exceptionnelle, de résilier le bail, c'est en faisant une demande au tribunal administratif du logement. Et ça vaut autant pour les locataires que pour les propriétaires. On a parlé des droits et obligations de l'un et l'autre dans notre premier atelier sur le bail, aussi dans l'atelier vieillir dans son logement. Mais si une des parties manque à ses obligations, l'autre partie peut demander au tribunal administratif du logement de résilier le bail. D'où l'importance pour tout le monde de toujours respecter ses obligations et les droits des autres. On va donner quelques exemples. Si un locataire ne paie pas son loyer, bien, ça va donner éventuellement le droit au propriétaire de faire une demande au tribunal pour résilier son bail et mettre le locataire à la porte. Le non-paiement de loyer, ça va très vite. Les locataires doivent toujours payer leur loyer en entier à la date prévue. Si on ne paie pas notre loyer en entier à la date prévue, on a une période de grâce de 3 semaines après la date. Et après ces 3 semaines, le propriétaire peut faire une demande au tribunal pour résilier notre bail. Et si au moment où on se rend à l'audience au tribunal, on n'a toujours pas payé notre loyer au complet, bien, il y a de fortes chances que le tribunal résilie notre bail et là, on va perdre notre logement. Toujours payer son loyer au complet, c'est très important. Il y a aussi d'autres questions, l'insalubrité, le trouble à la jouissance paisible des lieux. Si un locataire trouble trop la jouissance paisible des lieux des voisins, le propriétaire pourrait demander au tribunal de résilier son bail. Ça va dans l'autre sens aussi, si votre propriétaire n'apporte pas des réparations nécessaires, etc., vous pouvez le poursuivre devant le tribunal administratif du logement. Vous pouvez réclamer des dédommagements, vous pouvez réclamer que le tribunal ordonne au propriétaire de respecter ses obligations et vous pouvez aussi lui demander de résilier le bail. Peu importe, rappelez-vous, c'est ce que j'ai écrit à la fin, on ne se fait jamais justice soi-même. En tant que locataire, vous devez payer votre loyer au complet, même si votre propriétaire ne respecte pas ses obligations. Et inversement, si les locataires ne respectent pas leurs obligations, le propriétaire, lui, doit respecter les siennes. Et s'il y a un conflit, bien, c'est le tribunal qui va régler ça. Autrement dit, ce n'est pas parce que les autres ne respectent pas leurs obligations que ça nous donne le droit de ne pas respecter les nôtres. Ça pourrait nous créer une situation un peu embarrassante. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ce n'était pas un atelier très long cet après-midi.
Et si on a des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de les prendre, puis aussi de prendre d'autres questions après la période d'enregistrement. Merci beaucoup. Alors, ben merci Julien, c'était fort intéressant. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et en d'autres temps aussi, si jamais vous avez des questions, vous nous écoutez en rediffusion et puis que vous avez des questions qui arrivent par la suite, gênez-vous pas pour écrire n'importe quand. Et puis, Action Logement Lanaudière se fera un plaisir de vous répondre. Donc, il ne semble pas y avoir de questions dans le public. Alors, bien, on va cesser l'enregistrement. Merci beaucoup, Julien. À la semaine prochaine. Merci.